Je réponds, j'appuie sur j'ai compris. C'est bon? Eh ben, bienvenue à tout le monde dans cette nouvelle émission de Homme en Lumière. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Jean-Yves Catrin. Bonjour Jean-Yves. Oui, bonjour Ludovic. Tu vas me demander Euh, de me présenter? oui, bien sûr. Justement, Jean-Yves, est-ce que pour les gens qui nous regardent, qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter? Euh, je m'appelle Jean-Yves Catrin, je suis né il y a très longtemps, hein, c'est-à-dire en 1947. Actuellement, je suis psychothérapeute, écrivain. J'ai fait pas mal de choses. J'ai commencé par être ingénieur et puis après, j'ai travaillé pendant 9 ans en Afrique. Je suis revenu, je n'avais plus du tout mon métier d'ingénieur, mais de toute façon, ça ne m'intéressait pas. Je suis devenu journaliste, photographe, et puis voilà, j'ai été journaliste pendant 23 ans et après, j'ai fait beaucoup de psychothérapie, j'ai fait pas mal de formations et maintenant, je suis psychothérapeute. Voilà. Mhm. Et j'ai participé à des groupes d'hommes. Enfin, je suis dans les histoires de groupes d'hommes depuis à peu près une vingtaine d'années. Investi dans le réseau Homme Rhône-Alpes, c'est Alors, ça? en fait, oui, un jour, je suis tombé sur le livre de Guy Corneau, Père manquant, fils manqué. Et comme bah, ça m'a beaucoup parlé, ce livre m'a beaucoup parlé parce que j'avais un papa que j'aimais sans doute beaucoup, mais qui a toujours été là, qui n'est jamais parti, mais en fait, qui n'a jamais été là, qui était un modèle de père absent. Et quand j'avais 20 ans, et même quand j'avais 30 ans, je me suis toujours considéré comme un fils manqué. C'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'il manquait quelque chose. J'étais quoi? J'étais trop rêveur ou pas. J'étais pas fait pour ce métier d'ingénieur. Et je savais absolument pas pourquoi j'étais fait. Donc, j'ai fait exploser mon métier d'ingénieur. Et donc, je savais ce que je voulais pas. Mais je ne savais pas encore ce que je voulais. Donc, pour la petite histoire, enfin, je vais peut-être un peu commencer par ça, parce que quelque part, c'est un peu, c'est comme, presque comique. C'est que à un moment donné, quand j'ai quitté mon job d'ingénieur, je me suis baladé sur les routes de France. J'avais une voiture, une 2 chevaux bleue, et sur le haillon arrière de ma 2 chevaux, j'avais marqué en grosses lettres roses, ce carrosse appartient à un ex-cadre qui a tout plaqué, la vraie vie est inventée. Donc, c'était super, ça m'a valu beaucoup de rencontres. Le problème, c'est que, comme je viens de le dire, je savais ce que je voulais pas, mais je savais pas encore ce que je voulais. Donc, je suis passé par la case dépression, voilà, parce que pour trouver ce que je voulais faire, il m'a fallu un petit peu de temps. Mhm. C'est intéressant que tu abordes ça aussi, la dépression, parce que enfin, moi, c'est souvent ce que je rencontre aussi avec les hommes, vu qu'ils ont moins l'habitude du changement. Dès qu'il y a quelque chose qui change dans leur vie, que ce soit un travail, un divorce, il y a souvent cette phase de descente qui peut être plus ou moins longue, j'ai l'impression, pour les hommes. Qu'est-ce que toi, comment tu le vois ça thérapeutiquement? Ben, je pense que en tant que jeune homme et en tant que jeune adulte, j'avais des, j'avais des difficultés, j'avais des grandes difficultés avec ma mère. Je suis né d'un trop de père et d'un d'un trop de mère, pardon, lapsus. Je suis né d'un trop de mère et d'un pas assez de père. Donc, je pense que pendant toute mon adolescence, non, pas mon adolescence, parce que mon adolescence, ma crise d'adolescence, je l'ai fait très tardivement, mais mes premières années de vie d'adulte, il a fallu que je repousse ma mère, que je trouve ma voie, ma vie. Donc, c'est elle qui voulait que je devienne ingénieur. Mon père s'en foutait un peu. La première chose que j'ai fait, c'est de sortir de cette histoire. Mais en même temps,
J'avais des problèmes avec moi-même, j'avais des problèmes avec les filles, avec la poésie, avec le monde. Et à un moment donné, je, j'ai cru que j'étais fou. Enfin, j'ai cru que j'étais fou, oui. Et je me suis dit, à l'époque, je savais que les fous étaient à Sainte-Anne. Donc, j'ai pris mon téléphone, j'ai téléphoné à Sainte-Anne, un psychiatre. Je suis monté à Paris, j'ai vu le psychiatre. Et puis, il m'a dit, oh, bah, écoutez, j'ai fait une séance avec lui. Il m'a dit, bah, écoutez, non, vous n'êtes pas fou, vous êtes juste un peu névrosé, mais pas plus que la moyenne des gens. Donc, voilà, donc j'ai commencé tout mon cursus de thérapie et de formation de thérapeute comme ça. Non, vous êtes pas fou, c'est juste névrosé. Voilà, ça a commencé comme ça. Donc, la dépression, je l'ai rencontrée, oui, parce que il fallait que j'invente ma vie. Il fallait vraiment que j'invente ma vie alors que ma mère l'avait rêvé pour moi. Ma mère avait rêvé la vie pour moi. C'est-à-dire, je serais ingénieur, j'aurais ingénieur Gazard des arts et métiers, j'aurais un beau costume, une casquette, et j'incarnerais tous les rêves de ma mère. Sauf que je ne connaissais pas les miens de rêve. Et il a fallu Hmm. que je cherche. Alors plus tard, beaucoup plus tard, hein, je dis beaucoup plus tard parce que il y a eu l'Afrique, il y a eu 9 ans d'Afrique, il y a eu qui m'a appris, voilà, il fallait que je désapprenne un peu certaines choses de ma culture. L'Afrique m'a L'Afrique m'a bousculé. L'Afrique m'a vraiment bousculé. Je suis arrivé là-bas, j'étais un boy scout. Et quand tu arrives en étant un boy scout chez les Wolofs, chez les Sénégalais, waouh, ils te repèrent vite, hein. Ils te repèrent vite. Il faut bouger. Il faut bouger parce que sinon, ils te croquent, hein. Et Hmm. voilà. Donc, en rentrant d'Afrique, j'ai rencontré Guy Corneau, père manquant, fils manqué. C'était exactement. Je me voyais bien comme ça. Donc, j'ai commencé à travailler sur moi. Et puis, j'ai participé à des groupes d'hommes. J'ai participé à un groupe d'hommes pendant 3 ans et demi. Ça a été une grande aventure. Je les ai quittés, je suis revenu. Puis après, je suis rentré un peu dans les instances de quoi? Un peu de direction du réseau homme. Et je suis toujours dans le réseau homme. Et en train, d'ailleurs, d'écrire un livre sur les groupes d'hommes. Hmm. Et quelle richesse tu vois ces groupes d'hommes? Qu'est-ce que ça permet en fait? Waouh! J'avais une. Pour rencontrer les hommes, comment je vais dire ça? J'avais une grande trouille des hommes. Comme j'avais jamais parlé avec mon père, je vais dire ça aussi, je le raconte un peu souvent, mais c'est quand même assez, c'est, c'est vraiment une partie de mon histoire qui a été, ma mère est, ma mère était mal dans sa peau, elle s'est, quand j'étais en Afrique, elle s'est suicidée, et ça a été un grand bouleversement chez moi. Mon frère était mort, donc on s'est retrouvés tous les deux avec mon père. Et comme j'avais jamais parlé avec mon père, je me disais: «Comment on va faire?» Donc un jour, j'ai demandé à lui parler. Il m'a dit: «OK, qu'est-ce que tu veux me dire?» Donc je me rappelle exactement où c'était, hein. J'ai regardé mes chaussures, j'ai parlé avec lui, je sais pas de quoi, pour le probablement de ma mère, du fait qu'on était tous les 2. Et puis, après ça, j'étais content parce que je me disais: «On va plus parler de niaiseries, hein, c'est-à-dire des fraises qui poussent pas, de la Saône qui déborde ou qui déborde pas», parce que franchement, ça m'intéressait pas. J'avais besoin d'un papa, j'avais besoin d'un papa, je sais pas comment dire. Ben, je le dis comme ça, hein, j'avais jamais eu de contact affectif avec mon père, alors que j'étais complètement prisonnier de l'affectif de ma mère.
Donc, j'étais super content d'avoir parlé avec mon père. On a remis ça 2 mois après parce qu'on s'est un petit peu enlisé. Et là, ça a été une déflagration parce que mon père m'a dit, oh, écoute, qu'est-ce que tu veux encore? Tu vas encore me faire chier, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je t'ai tout dit la dernière fois. Donc, c'était assez terrible, hein. J'ai regardé mes chaussures, mais puis j'ai parlé encore. Et puis, euh, et puis j'étais super content. J'ai parlé à mon papa, j'ai parlé à mon papa. Je le dis comme ça paraît un peu enfantin, mais en fait, j'avais une joie enfantine parce que j'ai parlé à mon papa, je l'ai fait. Ça n'était jamais arrivé. Et puis après ça, donc mon père avait dit à la fin, qu'est-ce que tu veux à la fin? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on s'embrasse? Et en fait, cette phrase-là a été, je me dis que je, je suis, j'ai construit ma vie d'homme sur cette peur-là, c'est-à-dire sur la peur d'un père qui avait la peur, qui avait la trouille d'embrasser son fils. Si je remonte jusque-là, si tu veux, c'est que j'avais pas accès au contact avec les hommes. J'avais pas accès. J'avais tellement pas accès que, à un moment donné, j'ai eu très très peur dans ma vie et je suis passé par une, par une drôle de case, par une case qui était terrible. C'est que maintenant, je l'explique de cette façon. C'est que avec une femme, quand tu t'approches très près, quand il y a de l'intimité, quand tu t'approches très près, tu peux aller au contact physique. Voilà, tu peux aller à la sexualité. Mais entre hommes, qu'est-ce qui se passe quand tu as un contact très fort avec un homme, très intime, et que tu t'approches? Si tu t'approches trop, qu'est-ce qui se passe? Et là, j'arrive sur ce que j'ai trouvé dans les groupes d'hommes, c'est que la peur ultime, une des peurs ultimes des hommes, c'est l'homosexualité. Voilà. Et ben moi, j'ai été traversé par ça. Et pendant 6 mois, j'ai été malade. J'ai été malade de ça, c'est que et j'y suis allé, si tu veux, j'ai rencontré des hommes, j'ai rencontré un homme, si tu veux, et dans des conditions qui n'étaient pas forcément très très belles, mais là, c'était comme avec mon père, c'est-à-dire que je l'ai fait. Et le faisant, si tu veux, je me suis guéri de la peur de cette peur de l'homosexualité. Mais je me suis dit que c'était pas une solution, que ça ne m'intéressait pas. Je me considère quand même à 98% hétérosexuel. Donc, j'étais plus. Aller rencontrer les hommes par le biais du sexe, c'était pas mon truc. Et c'est là que je suis allé au groupe d'hommes pour essayer de pouvoir prendre un homme dans mes bras, si tu veux, enfin faire un hug, si tu veux, ou être en intimité avec un homme, et puis aller jusqu'à ne pas avoir peur d'être dans cette intimité. Je reviens à ta question, parce que parfois, qu'est-ce que ça m'a appris? Ben, ça m'a appris à partager de l'intimité avec des hommes. Et ça c'est la chose la plus importante que j'ai apprise dans les groupes d'hommes. J'ai préparé un tout petit truc, si tu veux, que je peux te lire, si tu veux, c'est que pour te dire un, Vas-y, fais. pour te dire un peu l'homme que j'étais, mais ça, c'est quelque chose que j'ai pris dans les groupes d'hommes. Euh, voilà, je l'ai écrit. Pourtant, durant des siècles, le fait d'avoir des couilles a imposé aux hommes des types de socialisation qui passent par l'acquisition de rôles et de stéréotypes largement partagés. Écoute, être un homme, bah, tu le sais, être un homme, c'est être capable de se débrouiller seul, de ne pas s'attarder à ses émotions, de nier ses problèmes et ses sentiments, d'avoir peur de se confier et de dévoiler son intimité. C'est être brave, voire stoïque, audacieux, avoir le sens du risque, c'est avoir soif de réalisation personnelle, de statut et de pouvoir. C'est aussi privilégier l'action au détriment de la réflexion. Ça, c'est les stéréotypes du masculin. Et grosso modo, je les avais tous. Et je pense que dans les groupes d'hommes que j'ai rencontrés, eh bien, on était.
plusieurs enfermés dans ces stéréotypes. Et ce qui se passe, si tu veux, dans les groupes, donc on arrivait, on ne se connaissait pas, et on avait envie de partager, on avait envie de rencontrer les autres. Et dans ces groupes, quand il y en a un qui dévoile quelque chose de lui, et puis qu'il ne se sent pas en danger, que les autres peuvent l'écouter, et que de l'entendre, de l'écouter sans jugement, eh bien ça ne les met pas en danger, et bien il se dit, si lui s'autorise à dire ça, moi je peux peut-être m'autoriser à dire quelque chose qui faisait partie de mon jardin secret, mais finalement, si je le posais là au milieu du cercle, voilà. Et en fait, on progresse de groupe en groupe en se livrant de plus en plus et en s'apercevant que c'est pas dangereux. Et que c'est même, ça permet même de connaître l'autre, de rencontrer les autres et de ne plus avoir, d'avoir de plus en plus envie de les rencontrer dans ce qu'ils sont profondément et d'avoir envie de se montrer dans ce qu'on est au fond de nous-mêmes et que souvent, on n'ose pas dire. Si je dis ça de moi, je vais passer pour quoi? Mm. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et les hommes sont vraiment, euh, je pense, hein, beaucoup, hein, sont vraiment coincés dans ces stéréotypes. Mm. Oui, parce que souvent, c'est associé à de la faiblesse. Si je parle de moi et que je dévoile quelque chose de mon intimité, de ma vulnérabilité, des choses où moi-même je suis pas ou fier ou solide, c'est souvent vu comme une faille en fait, quoi. C'est vu comme une faiblesse, voilà. Les hommes, on nous a appris, même nos mères, hein, nous ont appris à être forts, hein. Les petites filles avaient le droit de pleurer, ça c'est un truc un peu classique, hein. Les petites filles ont le droit de pleurer, mais les garçons ont pas le droit de pleurer. Donc il faut être fort. Les hommes Mm. sont coincés dans ces histoires de force. Il n'y a qu'à regarder un peu nos dirigeants, les politiques, hein, nos politiques, les chefs d'entreprise, hein, c'est qu'ils ont droit à aucune faiblesse, hein. Enfin, ils le croient, hein. Et on a Mm. quelques exemples actuellement autour de nous qui démontrent que voilà, les hommes n'ont pas le droit à la faiblesse. Mm. Ouais, c'est un peu, moi, ça me rappelle toujours le premier chapitre, enfin, le prologue de Jean-Philippe de Tonac, quand il dit que le monde, il ira mal tant que nos dirigeants ne seront pas allés à l'intérieur d'eux-mêmes, parce qu'ils peuvent pas connaître, justement, cette vulnérabilité. Donc après, ben, ils font des politiques où il n'y a pas d'humanité, quoi. Mm. Oui, c'est exactement ça. C'est que si les hommes descendaient de leur perchoir et de leur pouvoir, hein, eh bien, ils s'apercevraient qu'on peut être dirigeant, mais avec d'autres formes, et Mm. et en ayant justement accès à sa vulnérabilité, comme disait Jean-Philippe. Mm. Après, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que moi, je vois que toi aussi, en tant que thérapeute, tu accompagnes aussi beaucoup des personnes qui ont subi des violences, notamment des violences sexuelles aussi. Et, Bon, euh, et j'avais envie moi, de voir justement qu'est-ce que tu pensais justement qu'est-ce que le masculin, une fois qu'il est ancré en lui, qu'il est plus complet, qu'il est capable d'aller dans sa vulnérabilité, de quelle manière il peut guérir autour de lui? ben, je pense Est-ce que qu'il... l'une des pratiques fondamentales du thérapeute, c'est justement d'écouter, hein. C'est-à-dire que de permettre à celui qui est en face de déposer des choses de sa vie qui le- qui l'emprisonnent ou qu'il ne peut pas dire, qu'il ne peut pas avouer. Et ça joue beaucoup avec les hommes. Moi, je ne me suis pas fait une spécialité. Il y a des moments, je pense que je me suis quand même fait une spécialité de travailler avec les hommes. Pourquoi? Parce que à force de connaître mes parts d'ombre,
je peux accueillir les autres sans jugement. Dans les groupes d'hommes, il y a une des choses qui est importante, c'est sécuriser le lieu, c'est-à-dire que tout ce qui est dit n'est pas répété à l'extérieur. Et, et ça joue beaucoup pour permettre aux hommes de dire le pire d'eux-mêmes, hein, c'est le pire d'eux-mêmes. Et en thérapie, tu sais très bien que parfois, il y a des moments où les gens disent des choses terribles sur eux-mêmes. Et, et j'ai oublié ta question. Je me suis lancé Hmm, là. Et j'ai oublié la c'est question. pas grave. Moi, j'avais envie de, en fait, quand je te parlais du masculin ancré, bienveillant, qui est capable de guérir, c'était aussi par rapport aux femmes de, est-ce que tu vois toi aussi, parce que moi, ça m'est arrivé souvent que la présence ou ce que je pouvais dégager alchimise des choses chez des femmes parce que justement, c'est comme si elles ne s'étaient jamais confrontées à un masculin bienveillant, équilibré, et qu'en fait, cette présence-là, elle guérit. Simplement, elle guérit, en fait, d'être accueillie d'une autre manière. Alors, est-ce que ça, tu peux le voir toi aussi en accompagnement ou en thérapie, que ta posture d'homme qui est allé dans sa vulnérabilité, qui est capable d'avoir ces deux aspects du masculin, le fort et le vulnérable alchimisé en lui, est une posture qui guérit. Oui, d'autant plus que, euh, d'autant plus que tout à l'heure, je me rappelle un peu de ta question, il était question de violence sexuelle. Maintenant, c'est maintenant que je me rappelle. Et, et, et en travaillant en tant que thérapeute, je m'aperçois que c'est absolument incroyable le nombre de gens qui ont, à un moment donné, eu des malveillances de la part d'un adulte. Il y en a énormément. Et moi, je code aussi à cette case-là. Quand j'avais 8 ans, j'allais faire corriger mes devoirs, j'étais dans une école religieuse. Eh bien, le, le frère, hein, pendant qu'il corrigeait mes exercices de maths, eh bien, il me caressait les testicules, si tu veux. Et je pense qu'il y a un nombre, il y a dû y avoir beaucoup de. Je l'ai retrouvé dernièrement sur une photo, cet homme. C'est, c'est fou, il doit être mort maintenant, mais je l'ai retrouvé sur une photo. Donc, donc, si tu veux, le fait de pas avoir eu de papa, de ne pas avoir été protégé, voilà, eh bien, ça a fait que j'étais candidat, si tu veux. J'étais candidat en tant que jeune garçon à être approché par un homme qui me donnerait, lui, de la tendresse. Et il me donnait Mhm. de la tendresse. C'est fou, hein, c'est incroyable. C'est que je me rappelle que j'allais à son bureau avec des exercices que je savais faux ou bâclés. C'était pas pour les faire corriger, c'est pour avoir une caresse. C'est terrible, hein, Mhm. c'est terrible, mais en fait, j'ai rencontré pas mal d'hommes, hein, qui étaient dans des choses comme ça aussi. Donc, voilà. Puis ça m'a suivi après. Ça m'a suivi, cette histoire d'abus. Ça m'a suivi un peu dans ma vie. C'est, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça veut dire que c'est finalement l'absence du père dans sa sensibilité qui ouvre la porte à une demande en tant qu'enfant d'avoir des. En fait, ça ouvre une attente et qui fait que ça ouvre la porte à des choses qui peuvent être bancales en face, quoi, à de la tendresse déviante. Parce que justement, si le père, enfin, tu vois, si ton père avait été tendre, avait pris dans ses bras, t'avait parlé de lui, en fait, ça se serait ancré en toi de manière saine et il n'y aurait pas eu cette ouverture à finalement à un abus quelconque. Ce Oui, oui, paradoxe, et je trouve assez intéressant à aller visiter, quoi, de. oui. Mais même ce côté bancal, si tu veux, est allé plus loin parce que je te dis, à partir de l'âge de 30 ans, j'ai fait pas mal de thérapie. J'ai fait beaucoup de thérapie nord-américaine, hein, et voilà. Et en fait, eh bien, cette demande de père, si tu veux, je l'ai trouvée avec des thérapeutes. Mais je l'ai trouvée avec des thérapeutes, comme j'étais bancal, je l'ai trouvée avec des thérapeutes bancals.
C'est-à-dire que j'ai été abusé, hein, entre guillemets, hein, participant, hein, mais abusé quand même par trois thérapeutes, hein. C'est-à-dire que je demandais de la, je demandais de la tendresse à des hommes qui n'étaient pas calés, si tu veux, en tant que masculin, et qui se sont autorisés à faire avec moi des choses que je demandais, mais qu'ils n'avaient pas le droit de me donner. Hmm. Et ça, c'était avant, si tu veux, de rencontrer les groupes d'hommes. C'était dans cette Hmm. époque, si tu veux, où les choses étaient encore bancales, manque de père, si tu veux. Comment rencontrer les hommes, comment me rencontrer en tant qu'homme dans mon masculin, et comment rencontrer le masculin des hommes sans être tout d'un coup, sans avoir affaire à des prédateurs sexuels. Hmm. Oui, parce que ça, moi c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure par rapport au groupe d'hommes ou la proximité du masculin, parce que moi, c'est la première chose que je peux voir dans l'accompagnement, c'est les hommes qui n'ont pas l'habitude, dès qu'on veut se faire un hug ou se prendre dans les bras ou simplement se témoigner de l'affect, on se prend dans les bras. Et c'est vrai que les hommes qui n'ont pas l'habitude, ou c'est la première fois qu'ils viennent en cercle, en stage, ils sont un peu sur le retrait. Puis dès qu'il y en a qui ont déjà goûté à ça, c'est les premiers à se dire, mais non, mais on part pas sans se faire des hugs et tout. Et on voit tout de suite cette bascule qui arrive très très vite, parce qu'une fois que les hommes, ils ont goûté à ce cadre-là qui permet d'avoir des gestes de tendresse, d'attention, de partage, sans qu'il y ait des choses qui soient obscures, que ça soit très clair qu'on est des hommes et on a le droit de se faire des hugs pour se témoigner qu'on s'aime et qu'on s'apprécie. Dès qu'il y a cette bascule, il y a quelque chose qui se relâche en fait, qui est d'un côté sain aussi, quoi. Oui, Mm. et ce que tu dis, c'est vrai, mais ça va. Nous, on le vit, si tu veux, on le vit tous les 15 jours, parce que tous les 15 jours, on organise des repas entre hommes, et on est toujours entre 8 et 12. Et en fait, ces repas sont organisés en mode groupe de parole d'hommes. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de politique, on ne parle pas des bagnoles, on ne parle pas de tiercé, on ne parle pas des gonzesses, si tu veux, on parle de nous simplement, en mangeant, si tu veux. C'est ce qu'on appelle la météo. Puis après, il y a un temps de partage qui se change en fonction de, de la thématique du jour. Mais ce qui est incroyable, c'est que on est carrément addict à ça. On est addict. Ça veut dire que on en redemande. Ça arrive même à quelque chose qui pourrait presque être un peu dramatique. C'est que quand on fait des soirées ordinaires, où on mange ou boit avec des copains, eh bien, parfois, je me dis que je m'ennuie un peu. Je m'ennuie un peu à parler de rien du tout, à passer d'une conversation à une autre, si tu veux, à faire un peu le clown ou le malin, alors que notre façon d'échanger, de partager dans ces repas d'hommes, franchement, je te jure, hein, si mes collègues étaient là, ils diraient exactement la même chose que moi. C'est qu'on devient addict à ce genre d'échange. Je dis à ce genre d'échange, je dis pas à ce genre de discussion, hein. On, c'est- on on ne discute pas, on échange, on partage des choses de notre vie. Et ça, c'est une grosse différence. Mm. Ouais, je connais bien. Je connais bien parce que je fais même partie d'un groupe autogéré depuis pas mal d'années où on se connaît depuis très longtemps et nous on se voit une fois par mois et c'est pareil, c'est des temps où en fait ça fait du bien quoi. Ça fait enfin un truc de se dire ah ok je vais pouvoir me déposer et tout et je comprends bien ta difficulté d'être en relation avec des gens qui ne vont pas dans leur profondeur parce que je vis la même chose. Hier, j'étais avec un homme jeune, si tu veux, qui me touchait un peu parce que, en fait, on était dans une soirée, puis on a commencé à un moment d'échange intime. Mais c'était étonnant, si tu veux, parce que comme il y avait du monde un peu autour de nous, eh bien, je lui disais parfois que j'entendais mal. Donc, je me rapprochais un peu. C'était incroyable, c'est que toutes les fois que j'avançais de 10 centimètres, il reculait de 10 centimètres. Waouh, c'est fou, hein? Et on a parlé pendant un petit moment, et j'ai l'impression qu'on est de faire 1,50 m, si tu veux. On a fait 1,50 m, de 10 centimètres en 10 centimètres, et en fait,
moi, je voulais simplement essayer de discuter avec lui. Lui, il avait peur du contact, si tu veux. Hmm. Alors que, eh ben, effectivement, dans nos groupes, si tu veux, quand un homme te tend les bras, c'est totalement désexualisé. Totalement désexualisé. Alors que, regarde ce qui se passe sur un stade de football. Hein, qu'est-ce qu'on fait quand on veut humilier l'autre ou quand on veut, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On traite d'enculé et de pédé. Voilà, incroyable. Et en fait, ce que l'on dit à ce moment-là, c'est simplement que cette part de soi qui pourrait aller, eh bien, on juge cette part de soi, pas d'être homosexuel, mais simplement de considérer l'autre, non pas comme un enculé, mais comme un frère, comme un ami, comme quelqu'un que tu peux prendre dans tes bras et sans qu'il y ait la moindre connotation sexuelle. Mon père, qu'est-ce que tu veux à la fin? Qu'on s'embrasse? Voilà, je suis né de cette peur-là. Et je te jure que avant de pouvoir rencontrer les hommes comme maintenant je les rencontre, il a fallu du temps, hein. Ça se fait pas Hmm. comme ça. Ça se fait pas comme ça. Et tu dois le savoir. Et tu dois le rencontrer effectivement aussi dans tes séances d'accompagnement. Hmm. Mais ce que je trouve intéressant, ce que tu disais par rapport avec le jeune avec qui tu étais en train d'échanger, c'est que moi, je me suis rendu compte que très souvent, on peut avoir des discussions profondes à deux, trois personnes, mais il y a quelque chose de très social, j'allais dire, et dès qu'on dépasse un certain nombre de personnes à discuter ensemble, les gens, ou ça fait des petits groupes où les gens discutent de choses très communes. Et c'est la différence justement avec des cercles d'hommes où des fois on peut être 10, 12, et que pourtant il y a cet échange profond qui, pour moi, qui coupe avec le système qu'on peut voir à l'extérieur dans la société. Parce que c'est vrai que moi j'ai expérimenté plein de fois, dès qu'il y a des soirées, des groupes de personnes, dès qu'il y a des petites discussions intimes, et ben ça se fait un peu plus loin ou à deux, trois. Mais on peut pas avoir une discussion intime avec 15 personnes parce que peut-être que c'est des gens qu'on connaît pas ou on n'a pas envie de se dévoiler ou peut-être qu'on a peur de se dévoiler. Et ça, je trouve ça chouette de pouvoir l'expérimenter dans le groupe d'hommes, justement, quoi. C'est vrai que c'est vrai que avoir l'occasion de parler de soi et des moments joyeux ou des moments difficiles que l'on vit devant 12 personnes, c'est rare. En général, ce sont des conversations privées, souvent à deux, hein, et souvent à deux, souvent à deux, hein. Quand il y en a trois, c'est c'est plus difficile. L'intimité, c'est quand même à deux. L'intimité, c'est qu'est-ce que je suis en train de dire là? J'enfonce une porte là. L'intimité, c'est à deux. Ouais, c'est l'intimité, c'est souvent une relation à deux personnes. À trois, à trois, il y en a deux qui parlent, puis il y en a un qui écoute, et puis qui. Enfin, bah, après, ça peut devenir une conversation. Bon, ok, on change de sujet parce que là, je suis finalisé, là. Euh, Donc là, on est dans l'intime, alors, tous les deux. alors, ouais, on est dans l'intime, et ouais, on est dans l'intime, et puis c'est très agréable, hein. Et ouais, ouais. Donc là, ce qu'il y a de bien, si tu veux, dans ces groupes, c'est que on peut aborder n'importe quel sujet. On est en train de travailler sur un film avec un réalisateur parisien, là. On est en train de travailler sur l'andropause. Et je te jure que dans notre groupe, là, il y a tout un tas d'hommes qui se sont dit, mais c'est quoi l'andropause? Et même moi, hein, même moi, finalement, les hommes savent plus de choses sur la ménopause que sur l'andropause. C'est fou, hein? C'est vraiment Hmm. le, c'est vraiment le symétrique, hein, c'est vraiment le symétrique. Même si la ménopause a plus de conséquences sur les femmes que l'andropause sur les hommes, mais quand même, hein, à un moment donné, on y passe tous, hein. Voilà, mais c'est des sujets dont on peut parler.
Voilà, tous les sujets qui sont un peu, un peu cachés, où les hommes vont pas clamer, si tu veux, sur les toits que quand ils vivent seuls, eh bien, ils passent une partie de leur soirée sur des films porno. Voilà, c'est pas le genre de choses que l'on dit, mais c'est quand même le genre de choses que beaucoup d'hommes qui n'ont plus de compagne, hein, vivent et dont ils sont pas fiers, hein. Hmm. Oui, ils sont pas fiers, hein. T'as envie de nous parler un petit peu de l'andropause, Bon, est-ce que j'ai envie d'en parler? je sais Oui, pas, t'es libre, hein, si ça va. je peux en parler parce que je vis en couple depuis 18 ans. Donc, euh, et que, et que quoi? Et que Pas au si bout simple. de quelques années, si tu veux, au bout de quelques années, c'est pas un scoop, c'est que d'abord, on connaît l'autre dans toutes ces contradictions qui viennent parfois euh, nous bousculer. Le lien sexuel se perd un peu, c'est-à-dire que la sexualité n'est plus aussi, entre guillemets, sauvage qu'au départ. Donc, le propos au bout de quelques années, la question, c'est comment on reste ensemble, pourquoi on reste ensemble et comment on reste ensemble, sachant on peut toujours être invité, et on est parfois invité par l'autre à aller voir ailleurs. Donc, comment rester ensemble? Comment garder le lien à tous les niveaux, affectif et sexuel. Et nous, dans mon couple actuellement, ben, on est très, 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 très là-dedans. Très, très là-dedans. Et on s'est dit que une des façons de garder le lien, c'était de faire des retraites de slow sex. On a fait 2 retraites de slow sex qui ont été une véritable révolution pour nous, parce que on va plus à la sexualité euh, par la tête, Hmm. par le mental. Qu'est-ce qui déclenche l'érection chez les hommes? C'est toujours le mental, c'est toujours la tête. Voilà. Donc, le slow sex, c'est on va à la sexualité, mais pas par le mental. Ça va être difficile à expliquer, hein, mais je ne vais pas l'expliquer. Enfin bref, c'est voilà, c'est garder le lien sexuel, pas par le garder le lien de désir, mais pas par une volonté. Est-ce que ça serait pas simplement par le cœur? Oui, c'est ça. Bah, merci de m'aider parce que j'étais en train de me perdre là. De, oui, par le cœur, oui, par le cœur. C'est un peu, pour les gens qui ont fait du tantra, on dit souvent dans le tantra que les hommes vont à la sexualité par le sexe et que les femmes y vont par le cœur. C'est pas, grosso modo, c'est assez vrai. Donc, on est dans cette démarche de slow sex. On a déjà fait la retraite 2 fois. C'est des retraites d'une semaine, hein, c'est engageant. Et puis, on le refait là, en février, là, on le refait Hmm. 3e fois, parce qu'en fait, on retombe facilement dans les habitudes. Hmm. Et puis, parallèlement à ça, si tu veux, pour garder du lien, ben, en ce moment, tous les matins, avant le petit déjeuner, on commence par danser pendant 20 minutes. C'est marrant, hein, de dire ça. De dire ça. Et puis le soir, eh bien, là, toujours pour garder le lien, eh bien, on a des moments de créativité. C'est-à-dire que on a chacun un cahier
chacun un cahier sur lequel on fait des collages et on s'envoie des... Tous les soirs, on a ce rituel-là qu'on prépare pendant une demi-heure ou une heure. Je fais un ensemble de collages, je dis des choses que je dis dans le collage parce que je ne peux pas le dire de ça, ou des images qui me parlent et qui, à elles, vont lui parler différemment. Pourquoi? Parce que il y a une partie d'inconscient dans ce que j'écris. Mais tout ça pour... Tu parlais de l'andropause. Eh bien, vu l'âge que j'ai, si tu veux, je suis dans une époque où, bah oui, le lien sexuel est plus le même, l'érection n'est plus forcément, n'arrive plus forcément au bon moment, si tu veux. Et eh bien, comment garder le lien? Comment rester ensemble? Je dis pas pourquoi, hein, je dis, et comment rester ensemble? Et en fait, Ouais. à un moment donné, tous les couples qui ont un peu de qui vivent ensemble depuis longtemps se posent un jour cette question. Pourquoi et comment? Pourquoi et comment? Et Dieu sait que c'est pas simple, hein. Parce que autour de moi, si tu veux, autour de moi, je vois beaucoup de couples morts, hein. De couples morts, c'est-à-dire, il n'y a plus d'élan, il n'y a plus rien, on est ensemble, on a été ensemble parce qu'il y avait les enfants, on est ensemble parce que mon mari gagne beaucoup d'argent, enfin bref, mais il n'y a plus de lien de cœur, comme tu disais tout à l'heure. Est-ce que c'est finalement c'est pas ça le plus important parce que moi ce que j'entends c'est que souvent il y a l'alchimie, ok, corporelle, sexuelle, animale, parce qu'il y a l'instinct de reproduction, on fait des enfants, on vit ensemble, et puis après on oublie que la relation c'est pas juste du sexe, c'est pas juste deux corps, mais c'est aussi de cœur, deux âmes, deux esprits, et que finalement est-ce que c'est pas une sorte de pratique de relation qui se passe. Enfin, finalement, quand on parle d'andropause, c'est que c'est finalement simplement les capacités physiques de l'homme qui déclinent. Mais si l'homme a, j'allais dire, si je crée une relation avec ma compagne et que je partage du lien, de l'affect, de l'intimité, des temps comme ça, en fait, le corps a peu d'importance parce qu'on peut bien se rendre compte qu'on peut partager un moment intime en se caressant chacun de son côté, en n'ayant pas de pénétration, ça peut être complètement différent et qu'en fait, ce qui compte, c'est le partage du cœur. Et que souvent, les couples, en fait, ils ont tellement d'habitudes, c'est qu'après, ils fonctionnent chacun de leur côté, ils font leur truc et puis ils se retrouvent plus et puis ils se cristallisent dans ces relations. Mais ce que tu disais avec ton épouse, les collages et tout, c'est des moments de recréer du lien pour nourrir ce cœur, en fait, tout simplement. Exactement, oui. Mais je pense que la perte d'érection pour les hommes ou la sécheresse chez les femmes, ça peut venir simplement d'une perte de lien, mais de lien de cœur, hein, Mm. voilà. Ou, ou d'un homme qui se néglige, hein, en buvant trop de bière et en prenant du ventre, ou une femme qui a du mal à gérer sa ménopause et qui tout d'un coup prend 20 kilos, voilà. Et tout ça, ben, ça affecte, si tu veux, ça affecte le lien, l'image de soi, l'image qu'on renvoie à l'autre, et puis le fait que ben, moi, toutes les fois que, si tu veux, j'ai 5 kilos de trop, ma compagne, elle le remarque. Elle me dit, démerde-toi. Mange moins de tartines le matin, démerde-toi, parce que c'est pas beau là. Enfin, bref. Mais parfois, elle le dit comme ça, hein. Mm. Parce que de temps en temps, elle dit les choses avec élégance, puis de temps en temps, ça sort, bah, ça sort comme ça sort. Mm. C'est très, c'est très touchant, tout ça, ce que tu partages, de, du lien et de cet intime-là. En tout cas, moi, ça me touche beaucoup. Donc, je te remercie. Oui, ben, écoute, je savais pas que j'allais dire ça, mais ben, c'est là, si tu veux, et puis même, si tu veux, ce, voilà, ce dont je te parlais, tu vois, ça, et il est à côté parce que ce soir, je vais travailler dessus parce que voilà. Et Mm. donc c'est très très actuel, hein. Mm. Et puis c'est vrai que ça nous nourrit beaucoup. Ça nous nourrit beaucoup.
On nous nourrit beaucoup, oui. C'est Voilà. c'est- c'est important aussi d'avoir, je pense, des buts, enfin des buts ou des objectifs communs, enfin de partager. Enfin là, tu parlais d'avoir de l'intimité, mais c'est aussi d'aller dans le même sens, peut-être aussi. Oui. Quelque part, j'ai la chance, si tu veux, j'ai la chance que on, a, on a on a quand même pas mal de vocabulaire commun. En ce sens que je dis j'ai la chance, ma compagne est thérapeute comme moi, si tu veux. Puis en plus, on a fait les mêmes formations. Euh, Hmm. alors, c'est une chance. Et puis, d'un autre côté, c'est redoutable. Parce que avoir une compagne thérapeute, c'est-à-dire qu'elle voit exactement là où tu n'es pas fini, tu n'es pas complet en tant qu'homme, en tant que masculin. Mais là, je vois aussi des tas de choses chez elle. Donc, quand on est bienveillant, ça roule. Puis quand on est un peu pas bien, ou et bien de temps en temps, quand ça fuse. Hein, et, et ben voilà, on bascule dans des moments, comme tous les couples, hein, des moments où on dit des choses à l'autre qui sont souvent, souvent justes. Hein. Moi, quand j'ai fait ma formation de thérapeute, très rapidement, notre formateur disait que quand vous réagissez, vous êtes en projection. Mais dans la projection, il y a toujours une part de vérité. Hmm. Hein. C'est-à-dire que quand tu réagis, quand tu réagis par rapport à quelque chose que l'autre te dit et puis que tu t'énerves, tu es en projection. Donc théoriquement, en tant que thérapeute, tu devrais dire, bon, ok, je m'arrête, je suis en projection, là. Je parle pas d'elle, je parle de moi, enfin bref. Mais en même temps, c'est que dans la projection, il y a toujours une part de vérité. Et la fin, si tu veux, ce que je dis souvent, c'est que la fin le but ultime, finalement, d'une relation à l'autre, où de temps en temps, il vient parler de toi en termes un peu, comment dire, confrontants, eh bien, le but ultime, c'est de pouvoir ne pas réagir, écouter, et puis être capable, peut-être sortir sa hache, sortir dehors, abattre son séquoia, revenir et dire, je crois bien que tu as raison. Hmm. Et ça, c'est reconnaître que dans la projection, il y a une part de vérité. Hmm. Nous, alors là, s'il y a un truc qu'on pratique beaucoup, hein, c'est je te demande de m'excuser parce que tout à l'heure, j'ai été excessif. J'ai été excessif. J'ai pas été excessif. J'ai été énervé. J'ai été énervé. Ouais, mais ça, c'est quoi? C'est prendre sa part, en fait. C'est être Oui, responsable, finalement. Parce que moi, je vois, c'est ce qu'on vit avec Karine, ma compagne, où on peut être dans des excès, mais toujours finalement avoir la lucidité de se dire, OK, finalement, j'ai réagi comme ça tout à l'heure parce que, ou OK, je t'ai dit ça, mais OK, j'étais en réaction, et d'avoir toujours ce recul et cette lucidité de revenir un peu en arrière et de se dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé là? On ralentit les chevaux. Mais c'est aussi, comme tu dis, reprendre sa part, de se dire, OK, je m'excuse, j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit d'être bancal, je peux reconnaître que j'ai dépassé les bornes, mais je reprends ma part. OK. J'étais ouais, responsable de ça à ce moment-là parce que ben, je pouvais pas réagir autrement, je suis encore blessé, je suis tel que je suis à l'instant T, donc je suis pas parfait, mais j'assume, quoi. ouais. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai appris en tant qu'homme, mais surtout au travers de mes formations de thérapeute, c'est que quand il y a une crise quelque part avec l'autre, hein, dans une relation, les responsabilités, c'est toujours 50-50. Toujours Mm. 50-50. Même si de temps en temps, on a l'impression que c'est 0-100, parce que tout d'un coup, ta partenaire, eh bien, elle a accepté une fois, elle a accepté deux fois, elle a accepté trois fois, puis tout d'un coup, à propos de rien du tout, ça part en vrille. Et là, tu ne comprends pas. Et là, tu te dis, non, moi j'ai 0%, elle a 100%. Sauf que quand tu reviens un petit peu en arrière,
Tu te dis, oui, d'accord, ok, on est encore dans le 50-50. Toutes les crises, c'est 50-50. Mm. Moi, ce que je dis souvent à mes clients, c'est que euh, parfois, certaines femmes, un peu dans la soumission, disent mon mari est terrible et tout ça, parfois, mais c'est comme si elles l'excusaient. Moi, je leur dis souvent, il n'arrive jamais que quelqu'un de très bien soit en relation avec quelqu'un de très mal. Ça n'existe pas. C'est toujours un. Quand on se rencontre toujours au même niveau. Et entre celui qui dit qu'il va très bien et celui qui va très mal, celui qui ment, c'est toujours celui qui dit qu'il va très bien. Il y a un mensonge dans, dans la façon dont il aborde les choses. Ouais. Ou alors c'est qu'il accepte des choses. Il n'a pas conscience qu'il accepte certaines choses qui lui nuisent, mais il a l'impression d'aller très bien, mais en même temps, il tolère certains comportements de l'autre, et parce qu'il y a un enjeu, parce qu'il y a une loyauté, parce qu'il y a Ouais. une injonction. Mais mm. C'est exactement ça. C'est ce que l'on rencontre parfois dans des couples qui apparemment n'ont pas d'histoire. C'est-à-dire qu'il y a toujours un dominant et quelqu'un qui accepte une posture un peu de soumission. Mm. J'ai rencontré des Oui. couples, mais Sinon, ça veut dire qu'il y a des tensions régulièrement. Si les deux sont à peu près à l'équilibre, c'est là où justement il y a des choses qui sortent régulièrement, quoi. ouais, mais je pense que, très honnêtement, je pense que moi, j'ai fait beaucoup de danse, j'ai pratiqué, j'ai enseigné la danse des cinq rythmes pendant 6 ans. Et dans la danse des cinq rythmes, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est que donc on suit toujours les rythmes dans le même sens. On commence par le féminin, tout ce qui est très rond, tout ça, très réceptif. Ensuite, c'est le masculin, tout ce qui est beaucoup plus anguleux et pénétrant. Et puis ensuite, le troisième rythme, qui est intéressant, c'est le mariage du féminin et du masculin. Et comment il s'appelle? Il s'appelle le chaos. Or, je pense, si tu veux, que le mariage du féminin et du masculin, eh bien, c'est souvent de l'amour, hein, mais beaucoup de choses un peu chaotiques parce qu'on n'a pas les mêmes attentes et beaucoup de tensions. Et dans le couple, je pense ouais, il y a souvent beaucoup de tensions et puis on avance, si tu veux. Mais un couple, finalement, où on, on- on- dont on dit qu'ils sont toujours, qu'ils ne se sont jamais engueulés, eh bien, ça n'existe pas. Ou si ça existe, c'est qu'il y a un bug. Le bug, Mm. il y a de le nommer. Donc, la tension dans le couple, la crise, hein, bon, on fait des livres là-dessus, hein, la crise, eh bien, elle a une issue et finalement, le fait de rentrer en crise permet de dépasser quelque chose, à condition que la crise ne fasse pas exploser. Il y Mm. a des choses qui vont jusqu'à l'explosion. J'ai Mm. l'impression qu'on vit des choses de façon un peu analogue, toi et moi. Oh oui, je crois bien. Moi, j'ai une compagne qui, quand tu parlais, tu vois, de liens, moi, j'ai une compagne qui, je peux pas passer une journée sans avoir des temps de relation privilégiée avec elle, sinon elle me rentre dedans. Donc, il y a toujours le garde-fou. Tu parlais, tu sais, de l'intimité, du lien ensemble dans le couple, qui fait que moi, parce que moi, des fois, je peux être pris dans ce que je fais, dans des projets ou une journée à écrire et tout. Et si je passe à côté d'elle sans être en relation, de toute façon, il y a une sanction qui arrive et il y a une crise. Donc en fait, ça revient à mettre de la friction et du chaos et de la vie tout le temps, parce que pour elle, c'est tellement quelque chose qui la touche et qui est important que de toute façon, Ok. Et donc, ça... elle est très forte pour ça. Elle est Ah très bah forte. oui, c'est... Voilà. Et puis elle est thérapeute, elle aussi. Donc, ce que tu disais tout à l'heure par rapport au comportement et tout, aux remarques, il y a plein de fois où des fois elle me dit des trucs et puis je suis en grognant, puis après je suis obligé de dire, mais oui, quand même, il y a toujours le petit vélo à l'intérieur qui dit,
elle a quand même pas si tort que ça. Donc, je suis obligé de revenir et puis de dire, ok, d'accord, ok, là, ça m'a bousculé, mais c'est vrai que finalement, bon, il y a ça qui Mais est en jeu, t'as raison, comment on fait? si tu veux, Ludovic, je te passerai quelques graines de séquoia. Tu peux planter dans ton jardin. Parfois, c'est utile. J'en ai Je- un gros, c'est qu'il y a au fond de mon jardin déjà, mais ça serait dommage d'aller le couper. Mais moi, si tu veux, je pense qu'effectivement, en plus, dans la vie de couple, c'est que on responsabilise beaucoup les hommes en ce moment qui sont les. Enfin, on les attaque beaucoup. Et puis, il y a des gens qui disent non, mais on n'est pas coupable du tout. Mais je pense quand même que depuis la nuit des temps, c'est pas les femmes qui ont inventé le patriarcat. Donc, ça fait comme moi, je- ça fait quand même quelques millénaires que les hommes ont inventé une façon d'être homme que l'on peut, à juste titre, qualifier d'un peu toxique. Donc, moi, j'ai une femme que je qualifie de rebelle. Elle est rebelle. C'est-à-dire que elle vient pointer tous les endroits dans ma vie au quotidien où je suis encore, à mon insu, eh bien, un représentant de cet homme ancien qui s'asseyait en bout de table, parce que je les ai connus, hein, ceux-là, et sa femme s'asseyait quand il s'asseyait. Ça, c'est le. Voilà. Et ben, moi, ce que j'ai appris de groupe d'hommes en groupe d'hommes, au départ, je l'aurais appris aux hommes, je te jure, hein, parce que cette histoire de patriarcat, ça fait longtemps que je suis là-dedans. Mais quand je disais à certains hommes dans les groupes qu'ils étaient issus du patriarcat, ils me disaient, attends, c'est quoi ton histoire? Non, moi, j'ai rien à voir avec le patriarcat, hein. Alors qu'en fait, je m'aperçois que tous les jours, enfin pas tous les jours, ou toutes les semaines, eh bien, il y a un moment où je me prends les pieds dans mon tapis, hein, et où Hmm. je suis un, j'ai failli dire un vulgaire, mais le mot n'est pas juste, mais où je suis un représentant, si tu veux, du patriarcat et de cette masculinité qui est un tout petit peu pas à la bonne place, pas la Hmm. bonne place. Et pourtant, si tu veux, ben, j'ai appris avec toutes mes thérapies, avec toutes mes formations, avec les groupes d'hommes, à essayer de construire un masculin qui soit un peu moins beauf que beaucoup de masculins que je rencontre, notamment chez les masculinistes. Hmm. Parce que, waouh, il y a beaucoup d'hommes qui sont effrayés par les avancées du féminisme et qui se réfugient dans des, dans des idées masculinistes. Aux États-Unis, c'est effrayant le nombre de masculinistes qu'il y a, hein. Les incels, tu connais les incels? Les? In- Incels. Incels, ça veut dire célibataire involontaire. Les célibataires involontaires sont des gens qui disent, si je n'ai pas de relation affective et sexuelle avec des femmes, c'est pas moi, c'est de leur faute. Et je te jure qu'il y en a un paquet, hein. Il y en a un paquet aux États-Unis. Hmm. Hmm. Moi, tu vois, j'ai appris quelque chose avec mon épouse, parce qu'en fait, on travaille aussi ensemble, on fait des accompagnements, et il y a une remarque qui, à chaque fois, reste en tête, souvent, c'est me dire que quand, dans un couple, il y a une femme qui disjoncte, souvent, c'est parce qu'il y a quelque chose que son homme n'a pas fait, enfin, qu'il l'a pas rassuré, ou il y a un fonctionnement qui est bancal ou toxique, qui fait qu'elle, ça la met en insécurité. Et qu'en fait, dans un couple, à moins qu'elle soit, c'est vrai, complètement schizophrène, je sais pas, mais les trois quarts du temps, on va dire que quand la femme lève un problème ou disjoncte dans le couple, c'est quand même que l'homme auprès de qui elle est l'insécurise dans son comportement toxique. Et ça, moi, je l'ai vraiment compris en pratiquant avec mon épouse, de voir que au fil du temps, enfin, de pouvoir constater et prendre conscience que mon comportement pouvait être toxique ou insécure,
et qui fait qu'elle, elle me renvoyait des choses, mais qu'en fait, c'était le contre-coup, comme tu disais, de choses de peut-être du patriarcat ou de l'enfant immature en moi qui n'arrivait pas à être. Et c'était assez intéressant de prendre conscience que justement, c'est souvent ça, quoi. Alors qu'on va stigmatiser justement la femme qui va disjoncter, mais souvent elle est le fusible, qui fait qu'il y a autre chose en amont qui est bancal, quoi. Mm. Mm. Ouais, ouais, je comprends bien ce que tu dis, mais c'est pour ça que tout à l'heure, j'en arrivais à dire que, et dans un premier temps, si tu veux, quand une femme disjoncte, eh bien, l'homme, ouais, et j'ai été comme ça, hein, c'est-à-dire que les hommes en arrivent facilement à dire que leur femme est chiante ou que finalement elle pose des problèmes sans arrêt là où il n'y en a pas. Et qu'en fait, donc ça c'est dans un premier temps, mais quand on a travaillé un petit peu, c'est de pouvoir arriver à se dire, dans ce qu'elle vient de dire, effectivement, même si ça me confronte, c'est pas agréable, mais je pense qu'il y a une partie de ce qu'elle dit qui est juste. Il y a une partie de ce qu'elle dit qui est juste. Et le propos, c'est de pouvoir l'accueillir et, et de pouvoir dire, je pense que, je pense que tu as raison. Ça ne veut pas dire que tu donnes raison. Ça veut dire que je reconnais que ta façon de parler de moi, de, de voir là où je suis pas fini, pas complet, c'est assez juste. Et une chose que j'ai appris, c'est dans ma dernière formation, mais ça avait jamais été dit comme ça. Mais c'est exactement ce qu'on vient de dire. C'est que c'est la relation à l'autre qui te fait grandir, à condition d'accepter d'être en relation. C'est la relation à l'autre qui te fait grandir. Quand l'autre vient pointer certaines choses chez toi, à moins, comme tu dis, qu'elle soit schizophrène ou des trucs comme ça, enfin eh bien, c'est qu'il y a une partie qui est juste. Donc, soit je l'écoute et j'avance, et je deviens, et je bouge. Soit j'écoute pas et je demeure. Mon site internet s'appelle Demeurer ou devenir. Mais c'est vraiment ça, si tu veux. Soit, ok, je suis droit dans mes bottes, hein, je demeure, hein, ça c'est les postures très patriarcales, soit je deviens. Et je deviens grâce à l'autre. Je grandis dans la relation. C'est la relation qui me fait grandir. Mm. Ça, c'est la vie de couple dans toute sa grandeur, dans toute sa puissance. C'est difficile. Mm. Bah, surtout, je pense que ce qui est souffrant, c'est d'observer là où on en est vraiment, parce que quand l'autre, si je prends conscience que quand l'autre vient me dire quelque chose, il faut que je me regarde et que j'aille voir à quel endroit je suis pas tout à fait mature ou que je suis un peu bancal, c'est si je m'imaginais être un homme super bien, super grand, puis que l'autre en face, il me dit non, mais regarde là, t'as vu là, t'es petit, t'es pas beau, t'es tout moche, à cet endroit-là, t'es bancal. Mais en fait, si je pose mon regard à l'intérieur et que d'un coup, je me rends compte que je m'imaginais comme ça et que je suis comme ça, en fait, c'est cette différence-là qui est souffrante. Parce que moi, je le vois dans mon comportement des fois quand il y a quelque chose qui revient vers moi. En fait, ce qui est difficile, c'est pas d'admettre que j'ai mal fait, machin. En fait, c'est une souffrance personnelle de me dire, ah ouais, en fait, j'en suis que là, quoi. Et de m'imaginer que j'avais dépassé ça et qu'on me ramène à, tiens, regarde, t'en es encore là et ça, tu l'as pas compris, tu sais pas le faire ou t'oses pas ou il y a quelque chose qui va pas. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ça le cœur du problème. C'est la différence entre ce qu'on imaginait être et ce qu'on est. Et que d'un coup, il y a une friction énorme. Ouais, mais ça, je l'ai vécu souvent, hein, c'est quand tu recommences un travail sur toi, eh bien, tout d'un coup, tu croyais que tu avais avancé, tu avais fait des pas de géant, puis en fait, tu te dis, ben, mon Dieu, il y a encore du boulot, hein.
Mais ça, si tu veux, je fais partie des thérapeutes, et je pense que tu en fais partie aussi, c'est que des thérapeutes qui considèrent que ben, le travail continue en permanence et que quand tu as commencé, eh bien, en fait, c'est un chemin de vie, hein, c'est jamais fini. Il y a des Mm. gens les gens qui veulent faire des thérapies brèves, eh bien, ils ont envie de se poser des questions pendant 3 mois et qu'après, ce soit résolu. Et en fait, ça marche pas comme ça. Mm. C'est pas comme ça, ça s'appelle un chemin de vie. Et je bouge en permanence. Comment ils appellent ça dans le bouddhisme? Le, euh, comment on appelle ça? L'impermanence. L'impermanence, c'est ça. Voilà, l'impermanence des choses. Voilà, ça bouge sans arrêt. Et comment se réactualiser Mm. en permanence. D'ailleurs, que les bouddhistes, ils disent bien que c'est la première loi d'incarnation, c'est l'impermanence. Ah ouais, ils Donc, disent ça la première. Ah ouais, 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 mm. ouais. Bon, Et ben justement, on va terminer là-dessus, parce que c'est l'impermanence. On était dans l'interview, puis l'impermanence, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'il s'arrête. Mais moi, j'aurais bien continué avec toi pendant des heures parce que c'est hyper agréable. ouais, Mais on va quand même clôturer un moment. ouais. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose qui est présent? On a dit tellement de choses que je vois pas ce que j'aurais pu oublier, mais en même temps, je pourrais continuer à parler avec toi pendant 3 heures. Donc, euh, en ce moment, si tu veux, ce genre d'échange, euh, je vais dire que j'y suis un peu habitué. Je m'habitue à ce genre d'échange. Euh, Jeudi, j'ai un groupe d'hommes avec des jeunes hommes là, et, et en fait, je sais que je vais parler avec eux à peu près comme je viens de parler avec toi, mais en mode différent, en mode différent. Mais c'est devenu un peu mon quotidien. Ce qui fait que quand je vais à une soirée euh, un peu entre copains, si tu veux, eh bien, je suis un peu souvent, pas toujours, mais un peu frustré. Pourquoi? Parce que je trouve pas le biais qui me permette de partager de l'intime. Et Hmm, finalement, je suis, nous sommes, je pense que tu es, mais je connais beaucoup d'hommes dans mes groupes, on est addict à l'intime. On est addict à l'intime. On n'en a plus peur. hmm, On n'a plus, on n'a plus peur de ça. On n'a plus peur, si tu veux, que l'intime puisse nous propulser dans les bras de l'autre avec une demande qui va forcément être sexualisée. Pourquoi? Parce que les hommes ont un truc pénétrant et que quand ils veulent aller, eh bien, ils pénètrent. Ah, dis donc, comme fin. Ah, c'est très conceptualisé comme ça. Oui, Moi, je leur apprends plutôt que finalement, leur véritable puissance d'homme, elle est dans la vulnérabilité. Que voilà. une fois que moi, j'ai parlé comme là, on parle de notre intime, tu vois, qu'on on le lance au monde, et ben, ça veut dire qu'on en fait une force parce que plus personne peut utiliser cette, cette vulnérabilité contre nous, vu qu'on l'assume et qu'on en parle. Donc à Ouais. partir de là, ben, pour moi, ça fait champ de force, c'est ça la véritable puissance. C'est que du moment que je peux parler de ma vulnérabilité, alors que si je la cache, c'est une faiblesse. Et alors s'il y a quelqu'un qui la trouve, il trouve la faille dans l'armure, ça y est, il va me planter son coup de couteau. Alors que si je suis capable de dire, regardez, ça c'est moi, et ben à partir de là, il y a plus rien qui peut me toucher, quoi. Mhm. Juste, ok, ben si j'ai des fois des trucs que j'ai mal fait, je les assume, mais en fait, c'est ça pour moi la véritable puissance du masculin, quoi. Exactement, je suis d'accord avec toi. Là, je viens de prononcer un mot qu'on n'avait pas prononcé, c'est le mot pénétration, mais effectivement, le contraire, si tu veux, de cette volonté pénétrante, c'est justement la vulnérabilité, c'est-à-dire l'ouverture. Mm. C'est-à-dire se connecter un peu à quelque chose qui effraie les hommes, les hommes un peu rugueux, c'est-à-dire de s'ouvrir à sa face un peu féminine. Enfin, c'est l'ouverture, oui, l'ouverture, la vulnérabilité.
Le Mais fait moi, de... Oui, vas-y. ce qui me vient quand tu dis ça, c'est que les hommes ont peur d'être pénétrés dans le concept, alors qu'en fait, la vulnérabilité, c'est finalement se pénétrer soi-même. Parce que si je vais dans mes profondeurs et que je sais ce que c'est que pénétrer mes profondeurs, d'un coup, j'ai plus peur du mot, en fait, de pénétrer, parce que je sais que l'autre, si je pose ma limite, je sais où est mon intégrité, je suis allé dans mes profondeurs. Et l'autre, il va pas aller dans mes profondeurs à mon insu, puisque je connais mes profondeurs, je connais qui je suis. Et que finalement, c'est peut-être juste ça, c'est de descendre en soi qui fait qu'après, c'est pas parce que l'autre va venir qu'il va pouvoir aller à l'intérieur de moi sans que j'ai décidé, puisque moi, j'ai déjà décidé de connaître ça. Finalement, c'est peut-être juste ça, cette peur-là, quoi. De l'intériorité, en fait, c'est une sorte de fantasme où on projette l'intériorité, la sexualité, alors que finalement, ben, si je sais me pénétrer moi-même dans mes propres profondeurs, tout va bien, quoi. Il n'y a plus de peur, en fait, il n'y a plus de peur de l'autre. C'est Ludovic, je crois qu'on va terminer là-dessus parce que franchement, je vois pas ce que je pourrais rajouter de, de plus pertinent. Euh, bon, en tout Merci. cas, merci Jean-Yves de cet échange qui a été très, très doux, Hum, très amical, très authentique. Et c'est vrai qu'on aurait pu continuer comme ça pendant des heures. C'était super chouette. ok. Ben, merci aussi de l'avoir provoqué. Hmm. Mais en tout cas, merci à toutes les personnes qui suivent ces interviews. N'hésitez pas, mettez des commentaires, likez, partagez, parlez-en. Et ben, je vous souhaite en tout cas à tous et toutes une belle journée. Et puis je te remercie encore Jean-Yves pour cet échange et je vous dis à tous et à toutes à bientôt alors. D'accord. Et ben moi, je dis à tous et à toutes, merci de nous écouter. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.